Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce Jeu 7 et podcast. J'ai le plaisir d'accueillir à mon micro aujourd'hui Constance de Montsant-Bernard, la figure qui se cache derrière le compte Twitter X et Instagram de Jeu 7 et Maths, des chiffres à dévorer, une mine d'or pour tous les passionnés de la petite balle jaune. Constance me fait le plaisir d'être mon invitée depuis Paris. Salut Constance. Salut Christelle et bonjour à tous. Merci de me recevoir. C'est un honneur, un plaisir. Alors ensemble, on va évoquer un peu ton parcours, ta belle évolution sur les réseaux sociaux grâce à cette passion que tu as pour le tennis et surtout pour ces statistiques. Et puis, mais durant ce podcast, tu nous partageras bien évidemment quelques chiffres éloquents sur nos joueurs belges. On a hâte d'entendre ça. Merci à tous d'être au rendez-vous. Vous pouvez écouter cet épisode et tous les autres sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Spotify. Il y en a plus de 300, donc faites-vous plaisir. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou un petit cœur sur Spotify ou Apple Podcast. C'est toujours très appréciable pour mon référencement. On est parti, Constance. Alors, Constance, ça fait quelques mois, quelques années que j'avais envie de t'inviter dans mon podcast, mais nos vies tumultueuses à toutes les deux, je pense, nous ont empêchés de le faire. Euh, Explique-moi un petit peu, mais déjà, comment est né ce fameux compte Jeux 7 et maths et quand? Quand ça commence à faire quelques années maintenant, puisque ça va faire 12 ans en septembre que le compte Je sais maths existe. Initialement, en fait, je l'ai créé, j'étais à l'université à Rennes, donc en licence de sport, en licence de STAPS, pour ceux qui connaissent. Et il y avait une option sur les réseaux sociaux. Et donc, lors de cette option, le professeur, plutôt que nous demander de faire un contrôle sur table à la fin du semestre, comme c'était habituellement le cas dans toutes les matières et un petit peu barbant, il nous a plutôt proposé, pour faire plutôt un contrôle continu, de créer un compte sur la plateforme Twitter. Il faut se projeter en 2013, c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Ouais. Et donc, voilà, de créer un compte, de choisir le thème de notre choix. Donc c'était vraiment libre, un thème qui nous permettait de faire à la fois un peu de la veille, de l'historique, etc., quelque chose qui nous animait, et d'alimenter notre compte pendant un semestre en utilisant un petit peu les codes de Twitter. Donc à l'époque, on utilisait beaucoup les hashtags, moins maintenant, mais voilà, de montrer qu'on avait compris un petit peu les pratiques de ce réseau social. Et donc, au départ d'un travail de fin d'études, c'est comme ça que tout a démarré. Exactement. Moi, enfin, au début, en fait, je pensais créer ce compte Twitter et l'alimenter pendant les 3 mois du semestre, parce que c'est pas vraiment des semestres de 6 mois, mais donc, je l'ai fait sur le tennis parce que c'est une passion et que ça m'intéressait. Ça, je me suis posé assez peu de questions sur la thématique globale. Et ensuite, je voulais quelque chose d'un petit peu plus précis, parce qu'en plus, j'étais pas la seule à faire sur le tennis. Je me souviens que quelqu'un l'avait fait sur Maria Sharapova. Je crois qu'il y avait un autre compte sur le tennis, et moi, je voulais avoir un petit truc en plus, en fait. Et c'est là que les chiffres sont entrés dans la danse. Et j'ai toujours été beaucoup plus matheuse que littéraire. Ah ouais? Toujours adoré les chiffres dans le sport. Je me souviens quand j'étais petite, mes parents ils recevaient le Ouest France, le quotidien régional. Et à chaque fois, j'ouvrais la page de la Ligue 1 et le Ouest France, à cette époque, il mettait toujours un chiffre en avant sur la journée de Ligue 1. Et c'est le premier truc que je regardais dans l'Ouest France, c'était ce chiffre. Donc en fait, je pense que j'ai toujours été animée par les chiffres dans le sport. Et donc assez naturellement, je me suis dit, le tennis, il y a quand même beaucoup de choses à faire avec les chiffres. Ça, Et c'est clair. encore plus aujourd'hui, mais déjà à l'époque, il y avait des choses à faire. Et le tennis, parce que tu y jouais toi-même? Oui, moi j'ai commencé, c'est le seul sport que j'ai vraiment pratiqué en club. Moi, j'ai commencé, j'avais 6 ans, parce que ma maman jouait au tennis. Et donc je la voyais voilà, partir une fois par semaine à l'entraînement, c'était du tennis loisir. Et donc en fait, très rapidement, j'ai voulu faire du tennis. J'ai dû attendre d'avoir 6 ans, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le droit au baby tennis, etc. Donc je voulais commencer avant, le club avait refusé, j'ai dû attendre les 6 ans. Et à partir de là, j'ai commencé à jouer, puis j'ai fait un petit peu de compétition jusqu'au bac, quelques tournois. J'ai été seconde série dans les classements français. OK. Et début de seconde série, mais seconde série quand même. Je me suis arrêtée à Seconde cinq série, six. c'est série B ça, chez nous, non? Je connais pas du tout les équivalents en Ouais, Belgique. moi non plus, mais il me semble que c'est série B, les 2e séries, ou alors il faudrait que je demande à mes amis français, là, j'en ai plusieurs. Ouais, en tout cas, la seconde série, elle est très étendue. En plus, en France, moi, j'étais vraiment au tout début, à la frontière avec la troisième série. Mais donc, voilà, ça m'a permis d'avoir, on va dire, un niveau régional. Donc, ça a pris pas mal de temps. Et ensuite, à partir du bac, là, il y a eu les études, etc. Donc, j'ai fait un petit peu moins de tournois, etc.
Et ça a été tout de suite, un succès alors, quand tu as lancé ton compte, Twitter? Alors succès, pas du tout. Alors un succès vis-à-vis de la note, si, parce que j'ai une bonne note et à la base Ouais. c'était l'objectif initial, je voulais avoir une bonne note. Je me souviens que j'ai eu 18, donc j'étais plutôt contente. Mais à la fin du semestre, donc au bout de 3-4 mois de compte, j'avais 100 abonnés. Donc c'est pas énorme. Aujourd'hui, on voit des comptes qui se créent et en l'espace de quelques semaines, ça atteint des milliers, voire plus. Ouais. Et de mémoire, je crois que j'ai atteint les 1000 abonnés au bout de 2 ans. Donc en fait, ça allait crescendo, ça allait tout doucement, et je pense que c'est aussi pour ça que ça dure encore aujourd'hui. C'est que c'était pas du tout ce qui m'animait. Moi, d'avoir là aujourd'hui, j'ai dépassé les 40 000. C'était pas mon objectif numéro un. C'est toujours plaisant parce que ça touche plus de monde, donc je travaille pas que pour moi, etc. Mais voilà, je pense que ça a mis du temps. Et si ça a continué, c'est que voilà, j'avais pas un objectif en nombre d'abonnés, parce que sinon je me serais découragée assez vite, je pense. Et moi, je suis fascinée de savoir, sur base de quoi tu travailles, en fait. Tu as des fichiers, que tu collectes sur, base de lectures que tu as faites, ou bien tu récoltes des chiffres, au quotidien, ou bien, tu bases sur des sites internet. Je sais qu'il y a un site qui est très bien, qui donne beaucoup de chiffres également. Comment tu travailles? Bah, alors mon outil numéro un, moi, c'est un tableur Excel que je me suis créé parce que je suis autodidacte dans ce milieu-là. Je suis pas développeuse informatique, etc. Je pense que si j'avais ces compétences, il faudrait qu'un jour je m'y penche, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages pour me proposer de m'aider quand ils se rendent compte en fait que j'ai un tableur Excel que j'alimente manuellement. Donc en fait, c'est assez simple le concept. S'il y a une ligne, c'est un match. Et donc en fait, j'ajoute ligne par ligne tous les matchs chaque semaine. Donc chaque semaine, il y a peut-être environ 200 matchs qui se jouent si on prend l'ATP, la WTA. Ouais. Et bah, je vais rentrer manuellement le nom du vainqueur du match, le nom du vaincu, les classements des deux joueurs. Et puis ensuite le score, la durée du match, et puis le nombre d'ace, double faute, etc. Ah Donc ouais, tu maintenant, rentres toutes les données aussi? c'est ça, voilà. La seule de ces données-là, je les récupère sur les fiches ATP WTA. Ouais. Voilà, on retrouve les fiches à la fin des matchs. Et après, bah, j'ai des formules qui me permettent, par exemple, si je rentre qu'un joueur a remporté 30 points sur 40 au service, ça veut dire qu'automatiquement, l'autre joueur a remporté 10 points sur 40 au retour. Donc Ouais. ça, je ne le rentre pas deux fois. Ça, j'ai des formules qui permettent de récupérer ces résultats-là. Et j'ai aussi des formules pour récupérer, si je rentre que Grigor Dimitrov a joué, j'ai des formules qui me permettent de récupérer qu'il est bulgare, qui mesure Ah oui. voilà, telle taille, etc. Sa date de naissance, ça, je la rentre pas à chaque match. Ça j'ai des formules qui l'automatisent. Je l'ai rentré une fois et maintenant ça récupère à chaque fois. Mais sinon, c'est, on va dire, du semi-manuel, mais ça reste du manuel. Toutes les semaines? Toutes les semaines. Pour se rendre compte, environ un match, je pense qu'un match, ça me prend une vingtaine de secondes aujourd'hui. Donc ça paraît, en fait, là, comme ça, il y a plein de colonnes, mais j'ai pris le coup de main, etc. Donc sur un match, je prends 20 secondes. Donc voilà, après, faut faire le calcul sur environ 200 matchs, et c'est la durée du travail hebdomadaire. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, est-ce que ça peut pas t'aider énormément, pour encoder justement ces matchs dans ton tableur Excel? Bah alors pour l'encoder peut-être, en fait, en tout cas, bah, je garde un œil sur ce que fait l'IA, parce que voilà, je sais que sur certaines plateformes, elle est encore en retard sur les stats. Parfois, je fais des tests et je regarde si on trouve la même chose. Donc Ouais. parfois, il y en a qui sont encore en retard, il y en a qui se débrouillent de mieux en mieux. Après, par exemple, je sais qu'à aucun moment je me vois aller poser une question stat à une plateforme, parce que moi, ce qui m'anime, c'est en fait quand on me pose une question et d'essayer ensuite de trouver la réponse à partir des données que j'ai, de trouver. Je le prends un peu comme un jeu de logique, en me disant, bah, on me pose cette question, moi j'ai ce tableur, quelle formule je peux utiliser pour réussir à trouver la réponse à cette question. En fait, c'est voilà, c'est ce qui m'amuse. Voilà, c'est un peu. Il y en a, ils font des sudoku. Ben, moi, je fais des stats sur Excel, et je le vois comme un jeu de logique où parfois il faut utiliser trois formules, mais il faut les mettre dans le bon sens, etc. Et c'est un peu, voilà, je le prends comme un jeu de logique. Donc le jour où, je pense qu'un jour ça arrivera, l'IA fera plus rapide que moi. Bah, ce jour-là, je me vois pas juste me remplacer par une IA. Ça sera peut-être la fin de Je maths, mais ce qui m'anime, voilà, c'est pas, en fait, c'est pas de faire un tweet à 200 retweets. Moi, ce qui m'anime, c'est de faire le tweet, en fait. Ouais. Oui, parce qu'en plus tu sors des stats, tout le temps, super pertinentes, par rapport à ce qui est en train de se passer, sur le cours, et donc c'est vraiment à un moment donné, toi qui te dis: «Tiens là, un fait de match, tu donné la puce à l'oreille par rapport à quelque chose», et tu vas dire: «Ah tiens, je vais aller vérifier si, au niveau Ouais, du c'est ça. base ou au niveau,»
C'est ça, il y a les 2 options. Soit, c'est quand je regarde soit un match, soit je suis pas devant le match, c'est quand je regarde le résultat, je me rends compte qu'il y a quelque chose, ça me fait tilt et après, bah, là, soit il s'avère que c'est intéressant, soit parfois ça me fait tilt, en fait, il s'avère que c'est pas du tout intéressant et dans ce cas-là, je publie pas. Et sinon, il y a aussi des personnes qui viennent voilà, me poser des questions, qui ont vu quelque chose, qui ont pensé à une question, qui viennent me poser des questions et ça fait aussi partie du contenu que je peux publier où je m'appuie sur les questions que me posent les gens. Et parfois, en plus, ça va me permettre d'aller chercher des stats auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Parfois, c'est des stats qui sont hyper pertinentes. Parfois, c'est des stats qui sont un peu insolites. Voilà, je sais qu'il y a une fois quelqu'un qui m'a demandé, il y avait une joueuse de tennis qui avait remporté un tournoi. Toutes ses adversaires, le nom de famille se terminait par un A. C'était que des joueuses de l'Europe de l'Est. Donc, c'est que des A. On m'a demandé si c'était déjà arrivé qu'une joueuse affronte que des joueuses dont le nom de famille se terminait par la même lettre. Donc ça, voilà, c'est une stat insolite qui veut pas dire grand chose, mais moi, voilà, ça m'a amusé d'aller chercher la réponse. Et cette mine d'or que tu as là, tu l'as backupée 15 fois, pour être sûr que tu vas jamais perdre ce travail que tu effectues depuis des années? J'ai plusieurs sauvegardes. Bah, alors j'en ai déjà une sur le cloud, et ensuite j'ai plusieurs sauvegardes sur des disques durs, sur plusieurs endroits en France. Non, mais voilà, je sais que j'en ai un dans la maison de mes parents, j'en ai un chez moi, et puis j'ai le cloud, et j'ai plusieurs historiques. Et tu as de très belles reconnaissances, hein. Tu parlais de joueuses qui te posaient des questions parfois, mais tu as de super reconnaissances de la part, des joueurs et joueuses, j'imagine. Et il y a notamment, un jour, Roger Federer qui s'est émerveillé, d'une stat que tu avais sortie. Oui, c'est vrai. Alors ce jour-là, mon portable avait pas du tout aimé ça, mais c'est en fait c'était à l'occasion c'était son 1500e match en carrière. On était en octobre 2019 et ça faisait quelques jours que on savait que prochainement il allait atteindre cette barre des 1500 matchs. On savait juste pas quand, mais c'était une question de jours et je m'étais dit bah faut que je prépare quelque chose pour l'occasion. C'est quelque chose qu'on peut anticiper, donc je me dis pour une fois, je vais m'organiser, j'ai anticipé. En fait, j'ai complètement oublié. Et je me suis retrouvée le jour J à voir qu'il rentrait sur le terrain, que c'était son 1500e match et j'avais rien préparé. Et donc là, en fait, j'ai passé ma soirée à faire toute une série de stats sur ces 1500 matchs. Donc en les décortiquant par rapport aux surfaces, par rapport à l'âge des adversaires, à son âge à lui. Donc j'avais fait peut-être une trentaine de stats sur ces 1500 matchs, et dont une sorte de représentation visuelle où j'avais représenté ces 1500 matchs avec des petits emojis en coche verte pour ses victoires, des croix rouges pour ses défaites. Ça faisait un Ouais. peu un effet démineur. Et donc ça, j'avais publié ça, et bah, il était tombé dessus parce que il avait retweeté et ça avait fait plusieurs centaines d'impressions. Et voilà, il avait accompagné d'un petit message, un petit waouh. Et ce jour-là, ton compte Twitter, il a explosé, non? Alors en termes de notifications, oui. En termes d'abonnement, au final, pas tant que ça. Il n'y OK. a pas eu un avant et un après, mais par contre, oui, sur les notifications, bah, sur le tweet en question, parce qu'en plus, il y a des joueurs qui retweetent énormément. Roger Federer, pour le coup, il retweet pas beaucoup, donc c'est d'autant plus rare et d'autant plus remarquable. Mais donc voilà, ça a donné beaucoup de visibilité à la fois au tweet et puis à la série de stats que j'avais fait pour ces 1500 matchs. Et puis, tu as, ouvert, un compte, Instagram, par la suite. Suite logique parce que, la demande était là, ou pour atteindre un autre public? Oui, pour diversifier un petit peu. J'avais créé aussi, là je l'ai mis un petit peu de côté parce il y a le temps qui est un petit peu mon ennemi, mais j'avais créé aussi une page Facebook. Et donc Ouais. là, voilà, aujourd'hui, Instagram est un petit peu plus intéressant, on va dire, voilà, en termes de réseau, en termes d'interaction, et ça apporte des interactions qui sont différentes. Donc voilà, c'est deux réseaux qui sont différents. J'utilise beaucoup mes publications Twitter pour les republier sur Instagram. Je le fais plutôt OK. dans ce sens-là parce que j'ai plus de visibilité sur Twitter et une plus grande communauté. Mais ça permet de faire un relais. Il y a une belle interaction sur Instagram aussi, que ce soit en story, en réponse, etc. Donc ça m'apporte aussi beaucoup en termes de nouvelles questions ou autres. Tu as un boulot, j'imagine, en dehors ou bien tu en as fait ton boulot, à temps plein? Non, non, pour l'instant, j'ai des extras, voilà, donc j'ai de temps en temps quelques collaborations, que ce soit avec des médias, avec des marques. Mais non, j'ai un travail à temps plein, j'ai un CDI à temps plein en parallèle. Donc voilà, c'est un peu une double vie où je dois m'organiser en fonction de la saison, en fonction du décalage horaire des tournois. J'essaye de me mettre un peu sur le rythme, tout en sachant que grosso modo, entre 9 heures et 18 heures, j'ai aussi ma journée de travail numéro un. Tu fais quoi alors, Je fais de l'UX design, donc du design d'interface, de l'expérience utilisateur.
Je travaille sur des applications principalement de téléphone portable pour faire en sorte qu'elles soient faciles à utiliser pour les utilisateurs, que ça soit intuitif, que ça réponde à leurs besoins, etc. Donc vraiment rien à voir avec le tennis et rien à voir avec les stats. Et par rapport à Je sais tes maths, tu as eu une belle opportunité avec, Eurosport, qui t'a, invité à venir, travailler à leur côté, en fait, les journalistes d'Eurosport. Comment ça s'est passé? Bah, Eurosport, ça a été les premiers à l'époque, donc en 2019 c'était, à me proposer une collaboration, on va dire une vraie collaboration, donc rémunérée, et cetera, quelque chose, et puis de régulier sur le temps. Alors c'est un petit peu moins régulier aujourd'hui. À OK, l'époque, ils avaient encore les droits, ils avaient tous les droits, ATP toutes les semaines comme aujourd'hui et ouais. en fait, l'objectif, c'était de revenir sur la semaine écoulée et sous la forme de statistiques. Donc moi, je leur fournissais 5 statistiques et eux en montaient une vidéo grâce à ces stats. Et là, tu étais présente, à Roland-Garros? J'ai Roland vu Garros passer avec France Télévisions. ça, c'était avec Ça France Télévisions, Oui, voilà. voilà, OK, c'est ça, je avec France confonds. Télévisions. Oui, oui, avec France Télévisions, ça fait, c'était un an plus tard, 2020, j'ai commencé avec France Télévisions, donc l'année du Covid, du fameux Roland Garros d'automne. Et Roland Garros, France Télévisions, c'est totalement différent puisqu'en fait, j'ai la chance de commenter les matchs. Donc j'ai une posture où, en fait, là où j'ai l'habitude normalement, moi, de fournir mes statistiques à l'écrit, bah là, en fait, pendant Roland Garros, je les traduis à l'oral pendant la diffusion des matchs. Donc j'ai un poste, un statut de consultante. Je suis toujours Mmh. accompagnée d'un ou d'une journaliste et parfois d'un autre consultant qui va avoir un profil joueur. Et donc en fait, là où un joueur va parler de son expérience du circuit, va décortiquer le match sous l'angle tactique, technique, bah moi en fait je vais apporter un apport statistique à la fois sur des statistiques sur ce qui se passe sur le terrain, avec les aces, toutes les stats qu'on reçoit en temps réel dans la cabine, et puis les statistiques qui englobent la rencontre pour en fait raconter différemment et donner un angle différent sur les enjeux du jour et les profils des deux joueurs, mais sous un spectre de la stat. Et donc tu les traites en temps réel, en fait? Tu fais tes formules en temps réel? Je prépare les matchs dès que, souvent la veille au soir, on sait les matchs qu'on va commenter le lendemain. Donc à Ouais. partir de là, je me fais un gros travail, j'ai un gros travail de préparation de match où j'essaye de trouver un petit peu l'info en fait que les autres n'auront pas. Ça va être ça, moi, la plus-value que je vais avoir. Mmh. Et puis Mmh. après, en temps réel, par exemple pendant Roland Garros, il y a une tablette avec énormément de stats qui sont fournies pendant le match. Et donc ça, je louche un peu en fait. J'ai un œil sur la Ouais. tablette, un œil sur le terrain. Et j'essaye à chaque fois par rapport à ce qui se passe d'anticiper et de voir il y a je sais pas, une cinquantaine de stats, même plus, de prendre la bonne stat au bon moment pour que ce soit pertinent. Ça doit être très stressant quand même. Au début, c'était stressant, ça l'est encore aujourd'hui parce que c'est pas mon métier numéro un. Et puis, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est que j'ai pas vraiment d'exemple de consultants qui ont le même profil que moi. Ouais. Là où normalement les consultants, on a souvent l'habitude que ce soit des joueurs, soit des anciens joueurs, soit des entraîneurs, mais quelqu'un qui a vraiment un angle très technico-tactique. Moi, je vais avoir un angle très différent, donc en fait, c'est de réussir à trouver ma place dans ce petit monde. Et là, maintenant, avec le temps, je commence à comprendre, et puis avec les retours des uns et des autres, c'est toujours intéressant. Alors justement, toi qui as vécu, l'âge d'or, du tennis, masculin, notamment avec ce Big Four, Big Three qui ont, éclaté toutes les stats possibles et imaginables. Est-ce que, tu penses qu'aujourd'hui on va pouvoir un jour, retrouver, ces chiffres, complètement fous, qu'on a vus pendant toutes ces années? Est-ce que tu as l'impression qu'avec Alcaraz et Sinner qui arrivent, on sera peut-être un jour au même, firmament? Alors, je pensais que là, on aurait, parce que souvent le tennis, on se rend compte que c'est des cycles, et je m'en suis notamment rendu compte parce que grâce à ma base de données, je voyage dans le passé et Ouais. je retrouve des résultats d'époque que moi j'ai pas connus en tant que fan de tennis. Je pense notamment chez les femmes, le Navratilova Evert, ça j'ai jamais connu ça. Et donc il y a un peu ce système de cycle Ouais. qu'on voit. Et donc je m'étais dit, là on arrive à la fin d'un cycle, il va y avoir une petite peut-être période creuse et il y aura un nouveau cycle plus tard. Je pensais pas que le nouveau cycle il allait démarrer aussi vite. En fait, ce qu'on se rend compte là, notamment, ils ont gagné les 7 tournois du Grand Chelem, Alcaraz et Sinner. Ils sont dans les pas des records d'un Nadal Federer au milieu des années 2000 où ils avaient une série, je crois, de mémoire, c'était 11 Grands Chelem remportés consécutivement. Ouais. Donc en fait, ils s'inscrivent et puis à chaque fois, oui, on voit à la fin de chaque Grand Chelem, on les compare aujourd'hui avec Federer, Nadal et Djokovic, à voir après sur la durée, parce que c'est ça Ouais. aussi qui a fait la marque de ces trois-là, c'est qu'ils ont duré pendant
pendant une bonne quinzaine d'années. Mais voilà, il y a toujours le piège de la comparaison. Et demain, si Alcaraz et Sinner ils s'arrêtent tous les deux avec 12 grands chelems, en fait, ce sera déjà énorme. Et en même temps, ce sera 2 fois moins qu'un Djokovic. Et donc, c'est voilà, c'est le piège aussi des stats, c'est de vouloir toujours comparer et en fait de peut-être perdre parfois la performance. Parce Ouais. que voilà, quelqu'un qui remporte demain ou même 14 grands chelems, en fait, il y a 10 ans, c'était un record. Et est-ce que tu as de tête comme ça des stats qui t'ont particulièrement, étonné? Alors, il y en a. Après, de là à les ressortir, je sais que il y en a qui m'amusent. C'est pas forcément les stats les plus folles, mais c'est quand je compare la carrière de 2 joueurs qui vont se rencontrer. Alors, ça arrivait récemment avec Djokovic, qui était à Wimbledon. C'était peut-être quand il a joué. Alors, il a joué qui? Je vais juste regarder Oui, 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 je t'en en prie. même temps. Je pense que c'était son quart de finale contre Koboli, Oui, où en fait, quand on regardait Djokovic, il allait disputer. Alors, je vais dire n'importe quoi, mais peut-être son 50e quart de finale en Grand Chelem et Koboli, il allait viser une 50e victoire. Il y a des fossés comme ça ouais. quand on regarde parfois certaines confrontations entre deux joueurs où on se rend compte que il y a un énorme écart d'expérience et ça permet, on le sait de base quand on voit l'affiche, mais ça permet d'ajouter encore un petit peu plus de relief sur ça. Je voulais te demander parce que nous, on a un coach, en Belgique, qui s'appelle Wim Fissette, qui est le coach d'Iga Swiatek, qui, utilise beaucoup, justement les datas, pour coacher, ses joueuses et c'est le cas aussi de Jan de Witt, qui, est un Allemand qui aujourd'hui travaille désormais avec, Zizou Bergs. En quoi est-ce que les datas peuvent, faire évoluer un joueur? Bah, sur beaucoup de choses, moi, je crois en la stade, donc ça, j'en suis convaincue. Après, je sais que moi, je fais plutôt de la stade, on va dire, grand public. Et il y a d'autres statisticiens qui vont être plutôt sur de la stade performance et qui vont réussir à aller encore plus loin sur des plans de jeu, sur des analyses à la fois. En fait, je pense qu'il y a deux versants qui sont intéressants. C'est à la fois l'analyse statistique du joueur en question Ouais, et puis l'analyse statistique des adversaires. Souvent, on se focalise sur les adversaires, mais il y a aussi de connaître ses propres statistiques et d'essayer de voir voilà, est-ce qu'on a tendance à chaque fois qu'on doit effacer une balle de break à servir au thé. ouais. Dans quel cas ça donne une bonne indication à son adversaire pour si jamais il utilise la data. Donc réussir voilà mais donc moi je suis convaincu qu'il y a des choses à faire sur la stat. J'ai pas une profondeur de données qui me permet de vraiment m'y intéresser, mais en plus je sais que certains le Mmh. font très bien. Ouais, Et donc ça, j'en suis convaincu et certains joueurs l'ont prouvé. Enfin, par le passé, on le voit de plus en plus souvent d'ailleurs quand je commente Roland Garros, dans les box, on voit de plus en plus souvent la présence parfois de statisticiens. Il y en a quelques-uns dont les têtes sont connues. Et donc on se rend compte, je crois que Sabalenka en avait un dans son box. Il y en a de plus en plus qui font quand même appel à la data. Alors soit c'est les joueurs, soit c'est les entraîneurs pour ensuite parler aux joueurs, mais ça se répand et dans tous les sports d'ailleurs. ça devrait te fasciner de les rencontrer pour, en discuter un peu avec eux. Ah oui, bah clairement, et puis même de voir voilà de quelles données ils utilisent. Moi j'ai des données assez restreintes sur notamment cet aspect-là du jeu, Ouais, mais j'imagine qu'il doit y avoir une mine d'or. Il me semble qu'il y a des applications, des interfaces qui sont mises à disposition des joueurs et des joueuses ouais. par les instances pour avoir accès à ces données-là. Et là voilà, je me rends pas compte à quel type de données figurent sur ces sites et puis comment ils les utilisent en fait. Et ça, on peut faire dire ce qu'on veut aux stats au final. Ouais. Et je me rends compte aussi à chaque fois que je publie une stat sur un des trois grands dont on a parlé, ça se bataille toujours en commentaire. Il y a les uns qui disent bah oui, ça prouve que enfin qu'il est le plus grand, d'autres qui disent ah bah oui, ça prouve qu'il est surcoté. Et sur une même stat, en fait, on peut faire dire et on peut interpréter de n'importe quelle façon. Et donc voilà, le piège aussi, c'est de mal interpréter, d'aller à l'encontre, on va dire, de ce que veut réellement dire le chiffre. Je vais essayer de te faire rencontrer, Wim Fissette, la prochaine fois à Roland-Garros. Avec grand plaisir. Tu pourras avoir une chouette conversation avec lui qui est vraiment fan, des datas et entre les hommes et les femmes, le circuit ATP, le circuit WTA, tu t'y intéresses de la même manière ou? Par les stats, étant donné notamment avec la collaboration qu'on a parlé avec Eurosport en Ouais, 2019, qui était très focus ATP, ma base de données ATP aujourd'hui elle est beaucoup plus développée. OK. J'ai, je pense, en presque 130 000 matchs ATP sur mon tableur Excel. Chez les femmes, je suis plutôt à 50-60 000 pour le moment. Donc j'essaye de rattraper le retard.
Mais donc aujourd'hui, en fait, ça va me permettre d'aller plus loin dans mes stats ATP. Moi, ce que j'aimerais, c'est demain d'avoir la même base de travail de part et d'autre, parce qu'en fait, je suis convaincu que le circuit WTA, là, en plus, il est en plein renouvellement, il te commence à avoir une belle stabilité. Moi, personnellement, j'ai plus me reconnaître dans un match féminin que dans un Ouais. match ATP avec des services à 200 km/h, etc. Donc aujourd'hui, je suis plus capable de faire des stats ATP. Demain, j'espère réussir. Et petit à petit, là, de toute façon, petit à petit, je commence à avoir de la matière sur la WTA. Le fichier remonte au même temps en 2000, c'était quoi, 13 ans, tu as dit 2012, 2013? Alors, de toute façon, le fichier, je l'ai commencé un peu plus tard, parce qu'au début, et c'est pour ça que je l'ai commencé au début, je faisais vraiment tout manuellement. Donc, si je voulais chercher une stat, par exemple, un joueur issu des qualifications qui va en demi-finale d'un Grand Chelem, j'allais faire manuellement sur Wikipédia, par exemple, tous les tournois du Grand Chelem, donc 200 Bien. tournois pour voir quand c'était pas arrivé. Et ça, je le faisais une fois, je le faisais deux fois, et au bout d'un moment, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire pour gagner un petit peu de temps. Et donc c'est de là que j'ai créé mon tableur Excel. Et donc en fait, je l'ai créé, je pense, à partir de 2015, mais je remonte dans le temps pour pouvoir être la plus exhaustive possible. Donc Ouais. typiquement, par exemple, hommes et femmes, j'ai tous les grands chelems depuis 68. Donc Ah j'ai oui, tous les matchs des grands chelems depuis le début de l'ère européenne. européenne. Chez les hommes, je vais avoir tous les matchs depuis 90. Donc en 90, il y a le début, la création de l'ATP Tour, avec Mhm. la catégorisation des tournois tels qu'on la connaît, même si ça a changé de nom avec les Master 1000, les ATP 500, les Ouais. 250. Bah ça, je les ai tous depuis 90 et la Coupe Davis. Donc je sais que depuis 2090, chez les hommes, je vais être exhaustive à 100%. Et chez les femmes, l'objectif c'est de remonter comme ça. Donc là, j'ai tous les WTA 1000 depuis peu. Ouais. Et ensuite, bah, j'essaye de remonter pour avoir tous les WTA 500, etc. Après, le circuit WTA, il a beaucoup changé ces dernières années. Et donc, c'est plus compliqué déjà de retrouver les archives. C'est moins accessible. Ouais. Leur site internet est un peu moins bien fait, même pour Ouais. retrouver les archives de classement. Là, en plus, il y a eu une refonte Ah ouais, ouais, c'est compliqué, hein. récemment. Donc, faut s'y retrouver, faut retrouver ses repères, etc. Mais voilà, l'objectif, moi, dans un monde idéal, c'est d'avoir, que ça soit chez les hommes ou chez les femmes, tous les matchs depuis 68. Ouais. Pour, Et voilà, pour arrêter d'avoir cette barrière, bah, notamment chez les hommes, où ouais. beaucoup de mes stats s'arrêtent, si on regarde, c'est beaucoup depuis 1990. Bah, j'aimerais bien pouvoir inclure dans le jeu un Björn Borg, un Rod Ouais. Laver sur l'ère open, etc. Et j'imagine que toi aussi, tu as tes idoles et donc quelque part, de temps en temps, tu as envie d'aller piocher un petit peu plus dans leurs stats à eux. Mais en fait, moi, je suis assez chauvine sur le tennis. Donc, en fait, j'aime bien voir les Français gagner. Donc, voilà, je sais que quand, par exemple, fin 2022, quand Caroline Garcia a fait son run extraordinaire, bah, forcément, j'étais plus motivée à aller chercher des statistiques pour raconter bah, son été américain, son master, etc., que si c'était une joueuse d'une autre nationalité. Mais par contre, j'ai jamais été fan ni de Federer, ni de Djokovic, ni de Nadal, ce qui me protège un peu dans les statistiques que je peux sortir sur les uns et les autres, parce que je vais pas avoir ce biais de essayer de, bah, justement, ce dont je parlais tout à l'heure, faire un petit peu mentir la statistique pour la tourner dans le sens dont je souhaite. Oui, c'est tout à ton honneur. Et tu as aussi sorti un livre, Le tennis raconté par les statistiques. C'était en 2024. Ça s'appelle Je sais tes maths. C'est un petit peu une compilation de tes meilleures stats. C'est ça. Alors des meilleurs stats, je suis même là pour le coup, j'en ai profité pour remonter encore plus loin. Par exemple, il y a une page qui est dédiée aux quatre mousquetaires, donc j'ai fait des Ah, stats wow. sur le début du XXe siècle. Mais donc oui, c'était un projet en fait qui me tenait à cœur, que j'avais dans un petit coin de ma tête depuis quelques années, où tout ce que je poste, notamment sur Twitter, c'est très éphémère. Ouais. Là, je le publie et puis ça reste un petit peu en ligne pendant quelques minutes et puis ensuite ça descend un peu dans les tréfonds de Twitter. Et je me suis dit, ça serait bien, voilà, d'avoir un objet qui permette de garder, de coucher sur papier toutes ces stats. Et j'avais ça dans un coin de ma tête. Et en fait, c'est Hugo Sport, la maison d'édition, qui m'a contacté et qui m'a proposé ce projet. Et donc, on l'a un petit peu modulé ensemble pour savoir est-ce que on le consacre que sur un seul joueur, est-ce qu'on le consacre sur le tennis au global. Et voilà, on a affiné petit à petit le projet. Et puis ensuite, c'était parti. Il fallait trouver, voilà, il y a plus de 500 statistiques. Bah, les 500 statistiques un petit peu à la fois les plus marquantes et puis les plus waouh. Celles où, moi, ce que j'adore, c'est quand je publie une statistique et en fait, on pense que je me suis trompée parce qu'on n'y croit pas. Ça doit être
aussi un peu stressant de se dire: «Est-ce qu'il y a 0 erreur, quoi, dans ton tableau?» puisque sachant que c'est toi qui as tout, importé, c'est chaud, quoi. Ah ouais, c'est ça. Alors, enfin, je sais que parfois et c'est toujours hyper étonnant de voir la vivacité des gens, mais parfois ça arrive qu'il y ait 1 ou 2 coquilles qui se glissent dans un Bien tweet ou sûr. autre. Et il y a des personnes qui me corrigent, mais de mémoire et je trouve ça fou à chaque fois parce que moi, bah, mon tableur Excel, c'est un petit peu mon encyclopédie et tout ce que je sors, je pourrais pas le faire sans mon tableur Excel et à chaque fois, ça m'épate de voir que des gens, en fait, arrivent à percevoir qu'il y a une petite coquille parce que soit ça concerne un de leurs joueurs, préférés, Ouais. soit ça concerne un match qui les avait marqués à l'époque et c'est toujours intéressant parce qu'en plus, ça me permet de soit corriger soit l'erreur elle vient de la rédaction du tweet, soit une coquille dans la base de données, soit parfois ça vient de l'ATP aussi. Et donc ça permet de corriger aussi. Alors, je t'avais demandé, si tu pouvais faire un petit devoir, pour moi, bah, évidemment par rapport aux joueurs belges. Bon alors, on a connu l'âge d'or, hein, de Justine Henin et Kim Clijsters. Toi, tu l'as bien connu aussi, mais on a plein d'autres champions, et championnes. Est-ce que, tu as pu, glaner l'une ou l'autre stat, à nous partager, Ouais, oui, bien sûr. Bah déjà pour l'anecdote, je disais que j'étais très chauvine dans le tennis. Et Ouais. quand j'étais petite, moi, une de mes joueuses préférées, c'était Justine Henin. Ah! Et voilà, je m'étais levée en pleine nuit lors de sa finale à l'Open d'Australie en, Oui. en 2006 face à Amélie Mauresmo. J'avais 12 ans à l'époque, enfin même pas, j'avais 11 ans. Et j'avais mis un réveil, mes parents m'avaient autorisé à mettre un réveil en plein milieu de la nuit. J'étais couchée un peu déçue parce que c'était terminé sur abandon. Donc le réveil avait été un petit peu Oui. douloureux. Oui, oui, oui et tu supportais Justine ou tu supportais Amélie, du coup? Bah, à ce moment-là, je supportais Justine. Ah, Je bien pense ça. que si le match se rejouait aujourd'hui, là maintenant, voilà, en fait, moi je rêve de pouvoir couvrir une victoire française en Grand Chelem avec les stats. Pour Ouais, l'instant, j'ai créé le compte en septembre 2013. Donc Marion Bartoli venait de remporter Wimbledon, ouais. mais j'avais pas encore joué cette émat. C'était quelques semaines avant la création du compte. Et depuis, voilà, on attend toujours une victoire, en tout cas en simple. On a eu beaucoup de victoires en double Ouais. et en junior, mais en simple, voilà, j'ai pas encore pu faire des stats sur le titre d'un Français ou d'une Française en Grand Chelem. Donc, ouais, c'est le prochain objectif qui dépend pas que de moi. Ah bah, écoute, je vous le souhaite et nous, on attend aussi notre prochain vainqueur, en Grand Chelem parce que depuis Justine et Kim, c'est vrai que bon, c'était un peu exceptionnel pour un petit pays comme le nôtre. Mais, mais donc, oui, voilà, je sais pas si tu as pu aller dans ton livre d'or, dans ton tableau d'or, je devrais dire plutôt. Ouais, ouais, bah, j'en ai ressorti quelques-unes. Alors très tennis féminin, pour le coup sur la Belgique. Très bien. Alors déjà, on parlait d'Elise Mertens tout à l'heure. C'est très récent et notamment de sa régularité. Elle a une statistique qui est assez folle parce qu'en plus c'est une statistique où elle est leader. En fait, si on regarde dans le top 50, ça fait maintenant, alors si le podcast sort en septembre, ça fait plus de 8 ans consécutifs qu'elle est présente dans le top 50. Et donc Ouais. ça, c'est la série record, la meilleure série en cours pour le moment. Elle est devant une Arina Sabalenka qui est dans le top 50 depuis 7 ans et 3 mois. Et donc elle a 9 mois d'avance sur Sabalenka et ça fait 8 ans de présence dans le top 50 pour Elise Mertens. Pas C'est une mal. série qui a commencé en 2017, 31 juillet 2017. En tout cas, aucune blessure, rien, en tout cas suffisamment longue pour la faire chuter en dehors C'est du top 50. c'est clair et en plus, elle joue en double. Oui, c'est ça, oui, oui. Ouais, bah, c'est super, intéressant. Je savais que c'était, qu'elle était particulièrement, régulière, mais cette stat-là, au mois près comme ça, je ne l'avais pas. Ouais, et puis oui, pendant un moment, alors là, après la série avait pris fin, mais elle avait une des plus longues séries, pareil, du 21e siècle, en tout cas des 10-15 dernières années de présence continue au troisième tour des grands chelems. À Oui. chaque fois, elle atteignait le troisième tour. Après, il y avait un petit plafond de verre, mais voilà, elle avait une régularité sur les premiers tours de Grand Chelem où dès qu'elle affrontait des joueuses à ce moment-là moins bien classées, à chaque fois, elle tenait son rang. Et tu as le nombre de fois où elle est venue en troisième tour? Je peux regarder en live parce que j'ai mon petit tableur. En Petit plus, je te fais tableur, faire des devoirs, quoi, je te dis pas. c'est l'occasion de l'utiliser. Il est fait pour ça. Elle est à 25 Ah, c'est ça. qualifications au troisième tour. 15 qualifications en seconde semaine de Grand Chelem quand même. Et puis sinon, voilà, si on revient un petit peu dans le temps, justement avec Kim et Justine Henin, Kim Ouais. Clijsters, c'est aujourd'hui, en tout cas à ce jour, ça reste la dernière joueuse qui a réussi à remporter un tournoi du Grand Chelem après être devenue maman. Parce qu'elle l'avait réalisé en 2009 à l'US Open, puis ensuite en 2010 et à l'Open d'Australie.
Et c'est Ouais, même la seule joueuse à y être parvenue depuis maintenant 45 ans, puisque la dernière avant elle, c'était Evonne Goolagong, qui l'avait ouais, réalisé à Wimbledon en 1980. Donc on est l'australienne. exactement. Et même si la WTA met aujourd'hui de plus en plus de choses en place pour favoriser la maternité, etc., donc on peut imaginer que dans les années à venir, il y aura des successeurs à Kim Clijsters. Mais pour le moment, ça reste la dernière à avoir réussi cet exploit. C'est génial et En tout cas, d'autant que quand on voit le nombre de mamans, aujourd'hui, sur le circuit, je pense qu'elles étaient je me demande si c'était pas 15 dans le tableau, ici dans le dernier tableau, à Roland-Garros ou bien, à l'Open d'Australie. Il faudrait que je c'est vérifie, mais possible. Oui, il y avait un moment un chiffre comme ça où en début d'un grand chelem, il y avait plus d'une joueuse sur 10 qui était maman. ouais et alors qu'à l'époque, elle était vraiment la seule. La précurseur, enfin en tout cas la seule depuis un certain nombre d'années, Ouais, et surtout à ce niveau-là, de réussir à aller jouer les derniers tours des grands chelems. ouais, elle a initié le mouvement. C'est bien. Exactement. Et alors j'en avais deux autres aussi, un petit peu. Alors sur Justine, ça reste, même si elle avait repris, elle avait fait un petit comeback, mais c'est une des deux joueuses qui avait mis un terme à sa carrière alors qu'elle occupait la première place mondiale. Et ensuite, bon, quelques années plus tard, elle était revenue pour un comeback, Oui, mais sinon voilà, elle avait dit stop alors qu'elle était à la première place mondiale. Et c'est Ashley Barty qui l'a imité quelques années plus tard en juste. mettant fin à sa carrière en tant que numéro 1 mondial. Et c'est aussi Justine Henin, la seule joueuse qui a infligé un 6-0, 6-0 au Master, qui a réussi à mettre cette double peine, même si, voilà, Ouais, idem, peut-être une IGA prochainement va prendre ouais, la suite. En plus, c'était contre une Française, donc je devrais même pas sortir cette stat. C'était contre Marion Bartoli en 2007, Marion Bartoli qui était remplaçante, donc ah qui oui. avait remplacé Serena Williams pour le dernier match de poule. Et c'est le seul 6-0, 6-0 qu'elle a encaissé dans sa carrière, Marion Bartoli. Ah bah, j'aurais dû lui rappeler, tiens, je l'ai croisé là, à Knock, au tournoi ITF il y a 2 jours et on se remémorait de cette demi-finale de 2007 où, elle avait justement battu Justine. Ce qui était très Ouais. douloureux parce que Justine n'a jamais remporté, Wimbledon après. Or elle a eu 2 balles de break et elle avait vraiment la voix, pour aller chercher le trophée, après contre Vénus en finale et c'est vrai qu'elle on a beaucoup parlé de Justine, mais alors, je ne me rappelais pas de cette tatouille qu'elle lui avait mis au Masters. Et Super. ensuite, là, j'en avais une dernière. Oui, C'est pareil pour faire d'une pierre deux coups avec Kim et Justine. C'est quand on regarde depuis le début de l'ère Open, il y a seulement deux joueuses qui ont réussi à atteindre une finale de Grand Chelem alors qu'elles bénéficiaient d'une invitation, d'une wildcard. On a Kim Clijsters au moment de remporter l'US Open en 2009 et Justine Henin au moment d'atteindre la finale à l'Open d'Australie en 2010. ah oui. Voilà, elles étaient toutes les deux. D'ailleurs, je crois qu'elles étaient non classées parce elles faisaient leur comeback sur le circuit. Elles ont réussi à fructifier l'invitation. Fabuleux ça. Je pourrais t'écouter toute la nuit moi avec ces stats, c'est magnifique. Et alors il y en a une, en revanche et ça je me suis même dit que j'allais interpeller les fondateurs du musée de Roland-Garros parce que, tu le sais certainement, on a un joueur belge qui à ce jour, il est le seul, joueur issu des qualifications à avoir été en demi-finale à Roland-Garros, Philippe de Wulf. Et quand on était invité l'année passée à faire un petit tour du musée, c'est vrai que j'avais pas vu sa photo. Je me suis dit: «Ah bah, il pourrait quand même», parce qu'à ce jour, il a toujours pas été battu ce record-là. Pas chez les hommes, chez les femmes, il y a Emma Raducanu Oui. qui a remporté l'US Open, mais chez les hommes, non. Et ça, c'est une question d'ailleurs. Cette année, pendant les commentaires de Roland Garros pour France Télévisions, il y avait un live chat, ce qui Ouais. permettait aux gens de poser leurs questions en temps réel. Et on a commenté les qualifications, et c'est une des questions qui revenait le plus souvent. Donc j'ai été Ah oui? amenée à citer un certain nombre de fois le parcours de Philippe de Wulf en 97. D'ailleurs, je m'excuse parce que je pense qu'à chaque fois j'ai très mal prononcé le nom de famille, comme beaucoup de noms de famille belges. Mais donc voilà, c'est une question qui revenait souvent et on a eu l'occasion de parler plusieurs fois de ce parcours. Et mais là, tu l'as très bien dit. Je te félicite, Constance. Tu n'as pas dit de Wulf, tu as dit de Wulf. Et Kim Clijsters, là, on écorche toujours, les Français écorchent toujours un peu son Oui, non, nom de c'est famille, mais vous y arrivez pas, le hey, c'est plus fort ouais, que vous, hein. il y a les trois consonnes consécutives là, c'est compliqué. En tout cas, je suis ravie d'avoir eu,
un petit peu en savoir un peu plus sur ton parcours, sur ce qui t'anime et puis entre passionnés, ben on se comprend donc c'est chouette. Je te suis vraiment attentivement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui apprécient beaucoup ton travail donc félicitations. Continue, c'est chouette que tu aies plein de collaborations comme ça et que tu puisses bah, faire entendre finalement et faire voir ton travail au plus grand nombre. Ah bah, merci beaucoup. Puis je te retourne le compliment parce que ça fait toujours plaisir déjà de voir des visages féminins qui Ouais, couvrent le tennis. Et puis, bah voilà, je sais à quel point ça peut être compliqué avec tous les décalages horaires de réussir à tout couvrir, etc. Donc, ouais. bravo pour la persévérance. C'est gentil. J'espère qu'on pourra se rencontrer en live une prochaine fois sur un tournoi, si jamais ce sera peut-être le prochain Roland Garros. Merci beaucoup d'avoir été avec moi dans ce podcast, Constance. Maintenant, je sais que je peux t'envoyer des textos à 2 heures du matin quand je suis devant l'Australienne ou l'US Open. Je serai plus seule. Euh, Exactement, je serai réveillée. Et puis, bon vent à toi. Je vais essayer de me procurer ton livre parce que ça m'intéresse vraiment. Je savais pas qu'il était sorti, c'est en faisant un petit peu des recherches que je suis tombée dessus, mais j'avais pas vu passer l'info. Donc, t'as peut-être pas fait assez de promo sur tes Je vais en réseaux. refaire un petit peu alors. Je sais que c'est toujours délicat quand on parle de soi, mais n'hésite pas. Mais les auditeurs, si vous voulez vous procurer ce livre, il est disponible sur tous les sites. J'ai trouvé la Fnac sur Amazon. Donc voilà, une petite bible pour tous les fans que ça intéresse. Merci d'avoir été en ma compagnie et à tout bientôt. Salut Constance. Salut.